Manuel de recherche en sciences sociales, la troisième étape, la problématique. 1. Objectif. À l'étape précédente, nous avons vu comment procéder à l'exploration. Il s'agit maintenant de prendre du recul ou de la hauteur par rapport aux informations recueillies et de maîtriser les idées rassemblées afin de préciser les grandes orientations de la recherche et de définir une problématique en rapport avec la question de départ. La problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. Les pistes théoriques qu'elle définit devront être opérationnalisées de manière précise dans l'étape suivante de construction du modèle d'analyse. À ce stade-ci, c'est le type de regard porté sur l'objet qui importe, pas encore la mécanique et les outils précis de ce regard. À ce titre, la problématique représente une étape charnière entre la rupture et la construction. Elle va souvent conduire à reformuler la question de départ qui, réélaborée en cours de travail, deviendra progressivement la question effective de la recherche. Il ne s'agit pas de plaquer de manière artificielle et dogmatique sur le phénomène étudié une théorie toute faite apprise dans un enseignement théorique de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques, de sciences de la communication ou de toute autre discipline que ce soit. L'élaboration d'une problématique de recherche prend sa source dans l'exploration et se poursuit dans sa continuité. Au fur et à mesure des salves de lecture, les contenus des différents textes et les points de vue qu'ils retiennent ont en effet été comparés. Les entretiens ont complété les lectures en permettant aux chercheurs de prendre conscience d'aspects du problème auxquels ils n'étaient pas forcément sensibles au départ. Lecture et entretien l'amènent à aborder le problème sous un certain angle qui lui paraît le plus intéressant et le plus pertinent au regard de ses propres objectifs. C'est cet angle qu'on appelle la problématique. Pour en saisir la nature et pour la construire, nous procéderons en 3 temps. Dans un premier temps, nous expliquerons en quoi consiste une problématique à partir de plusieurs exemples concrets. Dans un second temps, nous montrerons en quoi les concepts constituent les ressources principales pour l'élaboration d'une problématique. Dans un troisième temps, nous proposerons des repères pour s'y prendre concrètement, de manière efficace. 2 exemples de problématiques. Le premier exemple illustre le fait que, pour étudier une même question de départ, différentes problématiques sont envisageables, qu'il faut donc commencer par les découvrir et ensuite faire des choix en connaissance de cause. Il est important d'en prendre ici connaissance car il servira de base à une des principales applications illustrant l'étape suivante, consacrée à la construction du modèle d'analyse. 2.1 Les comportements sexuels face au risque du sida. À partir des années 80, le sida est devenu un problème de santé publique de niveau planétaire. Près de 40 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, le virus responsable du sida, et près de 35 millions en sont déjà décédés, estimation de l'ONU-SIDA. Pour lutter contre cette maladie encore très mal connue à l'époque, de vastes programmes de recherche furent lancés, tant dans le domaine des sciences biologiques et médicales que dans celui des sciences sociales. Les premières cherchaient à comprendre la nature de la maladie, les processus biologiques à l'œuvre dans les organismes touchés par le virus ainsi que ses modes de transmission, et à mettre au point des réponses médicales. Dès qu'il fut clair que, outre la transmission mère-enfant, le VIH se transmettait essentiellement par injection intraveineuse et par les relations sexuelles, les sciences sociales furent également mobilisées pour mieux comprendre les comportements à risque en vue de les éviter. C'est en grande partie sur la base de ces travaux que des campagnes de prévention ont été lancées dans de nombreux pays, en particulier au cours des années 90. La question de départ porte ici uniquement sur les comportements sexuels et peut être dès lors formulée comme suit. Qu'est-ce qui fait que, dans leurs pratiques sexuelles, les partenaires prennent ou non des risques de contamination par le VIH? L'étude de la prise de risque dans les pratiques sexuelles s'est heurtée à une double difficulté. D'une part, au cours des années précédant l'apparition du sida, la question de la sexualité de la population avait été longuement délaissée par les sciences sociales, et on ne disposait pas d'enquêtes récentes et de grande envergure sur ce sujet. D'autre part, le sida représentait une réalité nouvelle qui touchait aux représentations de la sexualité, de l'amour et de la mort notamment, aux valeurs et aux sensibilités les plus profondément ancrées. On partait donc quasiment de zéro sur un sujet complexe et difficile à traiter. Mais il fallait bien se lancer. C'est pourquoi, au niveau européen, auquel on se limitera ici, sans inconvénient car l'essentiel est de bien comprendre en quoi consiste une problématique, plusieurs dizaines de chercheurs en psychologie sociale, en sociologie,
en épidémiologie, en anthropologie et en économie notamment, représentant une douzaine de pays différents, se sont concertés pour échanger leurs approches théoriques, leurs méthodes de recherche et les résultats de leurs travaux en vue de produire des connaissances fiables sur le sujet à partir d'enquêtes quantitatives et qualitatives. Cette expérience collective a constitué un exercice grandeur nature de problématisation dont nous reprendrons ici quelques-uns des principaux repères qui permettront aux lecteurs de bien saisir en quoi consiste cette étape. Dans la suite de l'ouvrage, plusieurs applications seront reprises de certains volets de cette expérience de recherche. A. Connaissance, croyance et attitude. La plupart des toutes premières enquêtes réalisées ont adopté une problématique qui semblait s'imposer par le bon sens. Elle reposait sur l'idée que l'individu se comporte de manière rationnelle en fonction de ses intérêts. S'il a une connaissance correcte du risque et des modes de transmission, s'il adopte une attitude responsable, ne pas s'exposer inutilement à des situations à risque pour la santé, et s'il n'a pas de croyances naïves dangereuses, par exemple que sa foi en Dieu le protégera de tout risque, il va forcément adopter des pratiques conformes à son intérêt, comme se limiter à un partenaire sur eux ou utiliser un préservatif. Connaissance, attitude, croyance et pratique, en anglais knowledge, attitude, belief and practice, c'est la raison pour laquelle on a appelé ces enquêtes CAB. La problématique s'inscrit dans ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire dans le cadre de pensée de l'individu rationnel. Les enquêtes inspirées de cette problématique ont pour objectif d'appréhender les connaissances, les attitudes et les croyances censées expliquer les comportements ou les pratiques et de saisir les profils des individus qui les adoptent, âge, sexe, catégorie professionnelle, mode d'habitat, etc. La prévention consiste alors à informer le mieux possible la population en ciblant tout particulièrement ses composantes les plus vulnérables, comme les jeunes adultes qui ont plusieurs partenaires en même temps ou à la suite les uns, eux, est des autres. Le raisonnement semble imparable et la problématique de pur bon sens. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, les enquêtes ont montré que, dans certaines circonstances particulières, comme au début d'une nouvelle relation, après une rupture, lors d'une rencontre occasionnelle, de nombreuses personnes bien au fait des risques de contamination n'en encouraient pas moins en connaissance de cause. Les campagnes de prévention générale, qui consistaient essentiellement à fournir une information correcte sur les modes de transmission du VIH à l'ensemble de la population, semblaient n'avoir que peu d'impact sur les comportements des personnes aux conduites considérées comme les plus à risque, et qui en étaient en principe les premières cibles. Certains défenseurs de cette approche, convaincus de sa pertinence, ont refusé de la remettre en question et préféré mettre les comportements à risque qui ne cadraient pas avec leur vision des choses sur le compte d'une faiblesse passagère ou, s'ils se renouvelaient, d'une situation de crise des repères moraux, que Émile Durkheim a appelé anomie, chez certains individus considérés comme très minoritaires et irrécupérables. C'était toutefois un peu court. En effet, les enquêtes ont révélé que, parmi celles et ceux qui encouraient régulièrement ou occasionnellement des risques, on comptait nombre de personnes aux propos et aux réponses très sensées, qui semblaient avoir de bonnes raisons personnelles de se comporter de manière à encourir un risque de contamination jugé par elles acceptable. Un certain nombre d'observations ont également surpris les chercheurs, comme le fait que les comportements d'une même personne face au risque pouvaient varier du tout au tout selon le stade où elle se trouvait dans sa trajectoire de vie, selon le partenaire à qui elle avait affaire et selon le stade où en était leur relation. Tout cela ne cadrait pas très bien avec l'image de l'individu rationnel. D. La trajectoire de vie. C'est pourquoi, constatant l'instabilité des comportements face au risque chez une même personne, certains chercheurs ont pensé qu'il était impossible de la comprendre sans prendre en considération sa trajectoire de vie ainsi que certaines circonstances de la vie au cours desquelles l'individu est particulièrement vulnérable, notamment des Peto, J. Rémy, L. Van Campenhout, M. Hubert, Sida, L'amour face à la peur, Paris, L'Harmattan, 1992, F. Delors et M. Hubert, Revisiting the Concept of Vulnerability, Social Science and Medicine, 2000, numéro 50, p. 1557 à 1570. Il s'agit par exemple de phases de la vie intime ou de circonstances où l'individu découvre la sexualité, débute une nouvelle relation, éprouve une rupture douloureuse, vit une situation affective très instable pour diverses raisons, est en situation de crise existentielle, se voit imposer une relation ou des pratiques sexuelles par un partenaire dominateur et ou violent, ou est en pleine phase de coming out au cours de laquelle une personne homosexuelle décide d'assumer ouvertement son homosexualité.
Les enquêtes de ces chercheurs ont alors consisté à identifier précisément ces situations critiques, à saisir le mieux possible ce qui s'y jouait pour les personnes concernées et en quoi ces situations étaient problématiques du point de vue du risque. Par exemple, au cours de leur première rencontre, des jeunes gens très amoureux l'un de l'autre peuvent renoncer à utiliser un préservatif par crainte que ce ne soit interprété par leur partenaire comme un manque d'amour et de confiance. Cette problématique de la trajectoire de vie sera reprise dans une application à la fin de cet ouvrage. C. La dynamique de la relation. L'exemple ci-dessus montre bien la faiblesse d'une problématique qui tenterait d'expliquer les comportements sexuels en oubliant que ces derniers s'inscrivent dans une relation, qu'un individu n'agit pas seul, qu'il est impliqué dans un lien, intime de surcroît, avec une autre personne. En principe, dans une relation, les partenaires ont tous de leur mot à dire et ils engagent bien plus que leur seule raison, des espoirs, par exemple que la relation dure éternellement ou qu'elle ne soit qu'éphémère, des appréhensions, par exemple de ne pas faire bonne figure, des émotions, comme du désir, de l'amour, de la passion, etc. À travers leur comportement, les partenaires échangent des messages par lesquels ils construisent ou détruisent leur relation. Par exemple, pour certains, renoncer à utiliser un préservatif lors d'une nouvelle relation peut être une marque de confiance et d'amour. À leurs yeux, y a-t-il plus belle preuve d'amour que de courir des risques, voire de risquer sa vie, par amour ? A contrario, celui ou celle qui tient à conquérir le cœur de l'autre peut craindre que la volonté de lui imposer le préservatif ne soit interprétée comme un manque de confiance et une marque de distance. Ces exemples montrent que, loin de n'être que des conséquences de causes extérieures à la relation elle-même, comme les connaissances et les croyances, les comportements sont constitutifs de la relation. La problématique consiste alors à considérer les comportements face au risque comme des accomplissements relationnels dont il s'agit de déceler le sens, par exemple vouloir séduire, plaire, s'attacher l'amour de l'autre, lui apporter du plaisir, faire bonne figure ou ne pas être rejeté. C'est pourquoi les chercheurs ont tenté d'élaborer des problématiques au cœur desquelles se trouvait la relation entre les partenaires. D. Le réseau social des partenaires. Si chaque relation intime possède ses caractéristiques et sa dynamique propre, elle n'est pas totalement indépendante, loin s'en faut, de l'ensemble des relations des deux partenaires ou encore de leurs réseaux sociaux respectifs. L'influence du réseau des proches est décisive, notamment sur les opportunités de rencontre, le choix des partenaires avec qui une relation durable est envisagée et les normes de comportement en matière de sexualité. Sur ce dernier point, plusieurs recherches ont clairement montré que les individus tendaient à adopter pour eux-mêmes les normes de conduite effectivement en vigueur dans leur réseau de proches. Dès lors, pour comprendre les comportements des individus face au risque de contamination par le VIH, il faut étudier en quoi leur modèle de sexualité est influencé par les normes en vigueur dans ces réseaux et par le contrôle social qui y est exercé. On trouvera un développement de ces idées dans J. Marquet, P.H. Winant et A. Ferrand, modèle de sexualité conjugale. De l'influence normative du réseau social, population, 6, 1997, 1401-1438. Cette problématique de l'influence normative du réseau des proches sera retenue pour une des applications qui servira d'exemple dans les 3 étapes suivantes. E. La dimension symbolique de la sexualité. Aux relations sexuelles sont associées un ensemble de représentations sur les images et les rôles respectifs de l'homme et de la femme, sur le corps, sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, sur ce qui est beau et sur ce qui est laid, sur ce qui est permis et sur ce qui est interdit, sur la vie et sur la mort, qui varient selon les cultures et sous-cultures. C'est ce qu'on appelle la dimension symbolique de la sexualité. À ces représentations sont liées un ensemble d'émotions, de sentiments, de fantasmes qui incitent à certains comportements, éventuellement à risque. Cette dimension symbolique de la sexualité a été particulièrement étudiée par les anthropologues, voire par exemple E.L. Reis, A Sociological Journey into Sexuality, Journal of Marriage and the Family, 1986, numéro 48, 233 à 242. Ces représentations de la sexualité sont associées à des positions inégales plus ou moins légitimes ou illégitimes et à des rapports de force entre l'homme et la femme, entre personnes mariées et célibataires, entre l'adulte et le jeune, entre l'adulte et la personne âgée, entre les hétérosexuels et les homosexuels, entre classes sociales, ainsi que, par conséquent, à des processus de contrôle social explicite ou implicite. On parlera alors de domination symbolique. Ces processus symboliques peuvent avoir une grande influence sur les comportements
et notamment pour ce qui nous intéresse ici, les comportements face au risque de contamination par le VIH et favoriser la prise de risque. Quelques exemples parmi beaucoup d'autres possibles. Dans un contexte social et culturel de domination masculine, les femmes peuvent se voir imposer des rapports sans protection par des hommes qui multiplient les partenaires. Si des autorités religieuses influentes condamnent l'utilisation du préservatif en tablant sur une fidélité conjugale plus qu'incertaine, le risque de rapports non protégés peut augmenter, un contrôle social sévère, voire un climat de répression à l'égard d'eux. L'homosexualité peut encourager les pratiques clandestines non protégées. C'est pourquoi certains chercheurs ont choisi pour problématique l'impact de ces processus symboliques sur les comportements à risque. Bref, il est possible d'étudier les comportements face au risque de contamination par le VIH dans les relations sexuelles à partir des connaissances et croyances des individus ou à partir des phases successives et des situations, plus ou moins problématiques, qu'ils traversent au cours de leur trajectoire de vie, ou à partir de la dynamique de la relation entre les partenaires sexuels, ou à partir de l'influence normative de leur réseau de proches, ou encore à partir des processus symboliques, notamment de domination, qui incitent à adopter soi-même ou à subir du partenaire certains comportements et certaines pratiques. Cette liste des problématiques possibles n'est pas exhaustive. Confronté à la multiplicité des problématiques envisageables, comment faire un choix ? La première chose à faire est de prendre connaissance des problématiques possibles. C'est en principe la fonction de la phase exploratoire. Dans à peu près tous les domaines de la recherche, il existe des ouvrages et des articles qui synthétisent les approches existantes. Par exemple, pour ce qui concerne notre question, L. Van Campenhout, M. Cohen, G. Guizardi, D. OC, EDS, Sexual Interaction and HIV Risk. New Conceptual Perspective in European Research, London, G. B. and Bristol, USA, Taylor et AMP, Francis, 1997. Il faudra ensuite retenir, parmi les problématiques possibles, la plus susceptible d'apporter un éclairage intéressant et utile sur le phénomène étudié, c'est-à-dire ici sur les comportements face au risque, en tenant compte du contexte concret et des raisons pour lesquelles on veut mener cette recherche. Par exemple, il n'est pas indifférent d'étudier les comportements de l'ensemble d'une population ou d'un groupe particulier, comme des jeunes adultes célibataires, en général ou dans une situation particulière, par exemple après une rupture, dans tel ou tel contexte particulier, par exemple au cours d'un festival ou sur un campus universitaire. La problématique doit être adaptée à la situation concrète et aux objectifs de chaque projet particulier. On peut également bricoler sa propre problématique à partir d'éléments repris dans plusieurs autres. Par exemple, dans la deuxième application retenue comme illustration de la démarche à la fin de cet ouvrage, les chercheurs ont combiné trois problématiques, celle de la trajectoire individuelle des partenaires, celle de l'interaction entre eux et celle de leur réseau social. Tout cela peut parfaitement se comprendre, il fallait que le questionnaire soit non seulement efficace d'un point de vue technique, mais encore acceptable socialement et psychologiquement. Il fallait également convaincre ceux qui décidaient de l'attribution du budget que le problème d'ICIDAI était effectivement pris en compte. Cet exemple montre bien qu'une problématique de recherche ne se détermine pas seulement en fonction de critères scientifiques. Il importe dès lors que le chercheur soit au clair avec les choix qu'il pose, explicitement ou implicitement, et qu'il mesure bien les limites que ces choix imposent à sa recherche et à ses résultats. Dans l'étape suivante, la construction du modèle d'analyse, on repartira de cet exemple des comportements face au risque du VIH. 2.2 Les attentes des citoyens à l'égard de la justice. Ce second exemple vise à montrer comment des chercheurs élaborent pas à pas une problématique à partir de l'exploration, étape 2, tout en procédant à une rupture avec les interprétations courantes du phénomène étudié. Ce travail réel a été effectué en équipe et dans des conditions idéales, dont ne dispose pas un étudiant ou un jeune chercheur. Il est néanmoins exposé ici car il permet de bien comprendre la logique du processus de construction d'une problématique. Nous sommes en Belgique, à la fin des années 90. L'affaire Dutroux, qui s'était rendue coupable de l'enlèvement, du viol et de l'assassinat de plusieurs jeunes filles, a bouleversé le pays et connu une répercussion mondiale. À la même époque, d'autres affaires criminelles ont touché la Belgique, notamment celle, non résolue jusqu'ici, des Tueurs du Brabant, une bande de criminels qui ont semé la terreur et assassiné une quarantaine de personnes dans plusieurs grandes surfaces commerciales. Ces affaires et quelques autres de moindre importance,
relevant notamment de la délinquance ordinaire, avait jeté le trouble sur le fonctionnement de la justice, de la gendarmerie et de la police, sévèrement critiqués pour ce qu'on a appelé leur dysfonctionnement. Dans ce contexte, de nombreux sondages ont été réalisés et publiés dans les médias sur les opinions des citoyens à l'égard de la justice. Les questions portaient essentiellement sur son fonctionnement, sur la manière et la vitesse avec lesquelles elle traitait les dossiers ainsi que sur son impartialité, comme « La justice dysfonctionne »,« La justice est trop lente »,« La justice protège les puissants ». Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord ? Le moins qu'on puisse dire est que, dans l'atmosphère ambiante, les réponses étaient téléphonées. Quand on ne cesse de répéter sur toutes les ondes et dans tous les journaux que la justice dysfonctionne, qu'elle est trop lente, qu'elle protège sans doute les puissants, qui va marquer son désaccord avec de telles propositions, sinon une petite minorité de citoyens? Les réponses à de telles questions superficielles ne peuvent être elles-mêmes que superficielles, chacun ne faisant que répéter les mêmes banalités. De plus, les opinions qu'elles expriment sont trop directement influencées par l'actualité immédiate et donc éphémère. Par ailleurs, les notions utilisées sont floues. Qu'est-ce qu'un dysfonctionnement ? Qu'est-ce qui serait trop lent dans le fonctionnement de la justice ? Les retards dans la prise en charge des dossiers à cause de leur accumulation ou leur traitement à partir du moment où ces dossiers sont pris en charge ? Autre problème, la justice est ici jugée comme un tout homogène alors qu'elle comporte de nombreuses composantes. Enfin, de telles questions n'apprennent rien sur ce qui fait que les citoyens ont telle ou telle opinion, pensent ceci ou cela. Ces sondages et ces questions ne font que reprendre des idées toutes faites, des stéréotypes, en leur donnant le statut d'objet soi-disant scientifique. Il n'y a pas de véritable problématique et pas la moindre rupture. Face à la multiplication des sondages superficiels et tendancieux, sur injonction du gouvernement belge, les services fédéraux de la recherche scientifique ont demandé à une équipe de chercheurs de concevoir un projet d'enquête rigoureuse sur les attentes des citoyens à l'égard de la justice. À ce stade, il ne s'agissait pas encore de réaliser effectivement l'enquête, mais de la concevoir idéalement. La question de départ a été formulée comme suit : quelles sont les attentes des citoyens à l'égard de la justice ? La phase exploratoire a été effectuée par une petite équipe pluridisciplinaire, mise sur pied pour la circonstance, et composée de spécialistes en sociologie, en philosophie du droit, en droit et en criminologie. Ensuite, le relais a été pris par des sociologues spécialisés en méthodologie qualitative et quantitative. La phase exploratoire a comporté 3 parties, menées en parallèle. Tout d'abord, un examen des principaux travaux historiques, philosophiques et sociologiques portant sur la justice et ses relations avec la société, sur les rapports entre les citoyens et la justice, de manière à mettre le problème en contexte et à prendre en compte les évolutions longues de la société. Face à l'abondance de travaux disponibles, il a fallu sélectionner ceux qui présentaient une vue synthétique et qui étaient les plus pertinents compte tenu du contexte et de l'objectif poursuivi. Cet examen a permis de prendre toute la mesure de phénomènes qu'il était important de prendre en compte. Citons notamment, sans prétention à l'exhaustivité, le recours de plus en plus systématique au droit et à la justice pour réguler les échanges et résoudre des conflits qui se réglaient auparavant autrement, ce qu'on a appelé la juridicisation des relations interpersonnelles. La pluralité des modèles de justice, justice d'imposition où la décision est l'application d'une norme justifiée a priori, justice communicationnelle où la décision juste se construit à partir du savoir des acteurs, justice distante ou justice de proximité, justice rendue sur la base de procédures légales et administratives formelles ou sur base de modes de gestion informels comme la transaction. La désacralisation des institutions en général, voire notamment l'ouvrage de F. Dubay, Le déclin de l'institution, Paris, Le Seuil, 2002, envers lesquels le citoyen a de plus en plus une attitude de consommateur et qu'il ressent comme de plus en plus éloigné de son propre vécu. L'importance des enjeux de reconnaissance, voire à Honnête, The Struggle for Recognition, Cambridge, Polity Press, 1995, notamment comme victime, le pénal faisant fonction de grand restaurateur symbolique. L'influence des médias, y compris de la fiction, et des leaders d'opinion, hommes politiques, journalistes, intellectuels, qui élaborent et proposent aux citoyens des représentations de la justice abondamment diffusées dans l'espace public. Ensuite,
un recueil des principales données disponibles sur l'organisation, le fonctionnement et le travail concret de la justice, notamment des statistiques sur l'activité de la justice dans ses différentes instances, le civil, le pénal. Il s'agissait d'être attentif à la manière dont l'organisation et le fonctionnement de la justice conditionnent les expériences que les citoyens en ont et donc leur représentation et leurs attentes, d'identifier les principaux enjeux qui mettent le citoyen en relation avec l'institution judiciaire, par exemple, plainte pour vol et agression, transactions pour excès de vitesse et stationnement, régimes matrimoniaux, mariage et divorce, filiation et adoption, affaires patrimoniales, biens et propriété, succession, relations et opérations commerciales, faillite, contrat, travail, assurance, sécurité sociale, infractions commises par des mineurs, appel, crimes jugés en cour d'assises. Par exemple, selon que l'on s'en sorte gagnant ou perdant, reconnu ou non comme victime, la représentation de la justice variera, elle sera elle-même jugée juste ou injuste, partiale ou impartiale, sévère ou laxiste, etc., et ces représentations-là seront sans doute relativement durables et solidement ancrées. Il s'agissait donc ici de prendre en compte la diversité des enjeux et des expériences de la justice au sein de la population qui mettent en œuvre une pluralité de modèles de justice, plutôt que de demander des avis sur la justice en général. Enfin, un relevé de ressources théoriques de la sociologie et de la psychosociologie sur la manière dont les représentations s'élaborent dans les interactions sociales. En effet, les individus, ici les justiciables, ne sont pas des atomes isolés les uns des autres, ils communiquent entre eux, discutent avec leur entourage, s'influencent mutuellement. Par exemple, pour la théorie dite Two-Step Flow of Communication ou communication à double étage, développée par Katz et P. Lazarsfeld dans Influence personnelle, Paris, Armand Collin, 2008-1955, les messages des médias n'ont d'impact sur les opinions des individus qu'après l'avoir été relayés par les groupes de proches où certaines personnes exercent un leadership. Bref, pour rendre compte des représentations durables et profondes de la justice, et non des opinions éphémères et superficielles, les chercheurs ont élaboré une problématique qui tienne compte, primo, du contexte macrosocial et de ses transformations, notamment l'évolution des liens entre la justice, la société et les citoyens, secondo, des expériences concrètes que les citoyens ont de la justice, en lien avec le fonctionnement de cette institution, tertio, des interactions microsociales entre les citoyens eux-mêmes. Loin de se limiter à prendre acte des opinions comme si elles tombaient du ciel, ils ont voulu étudier comment les représentations et les attentes se construisaient, se transformaient et évoluaient dans les expériences concrètes de la vie. Le résultat de ce travail consiste en un rapport A. Franssen, J. L. Genard, L. Van Campenhout, I. Cartuvel, J. Marquet, 2000, La justice en question. Concept d'enquête sur les attentes des citoyens à l'égard de la justice, Bruxelles, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles. C'est sur cette base qu'une vaste enquête a été réalisée plus tard.